Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'habituel bilan culturel d'une époque. Et là donc, c'est donc le printemps 2021. Printemps confiné, mais printemps tout de même. Printemps qui n'a pas été très beau chez nous en Normandie. Mais printemps tout de même, et vu qu'il n'a pas fait si beau que ça, je me suis un petit peu plongée dans les séries, et notamment comme j'ai déménagé et que je vis seule maintenant, j'ai plus de temps pour moi-même d'une certaine manière, et donc je regarde pas mal de séries, et j'avais envie de vous parler un peu de tout ce que j'avais vu, des choses que j'ai plus ou moins aimées. Je vais d'abord commencer par les films. Alors vous allez voir que tout est presque sur Netflix parce que j'ai absolument presque que regarder Netflix pendant cette période. Je regarde très peu la télé, à part Orgueil et Préjugés sur Chérie 25 le samedi soir pour la série donc qui est avec notre cher Monsieur Darcy, mais l'ancienne série, pas le film. J'ai à vous présenter, c'est Moxie. Alors Moxie, il est sorti un peu comme le nouveau film adolescent féministe, donc c'est pour ça que je voulais le voir, c'était un peu pour voir s'il y avait beaucoup de choses, de conneries qui étaient dites, et parce que souvent les films d'adolescents, c'est souvent très effleuré les thématiques, donc Moxie, on suit l'histoire d'une jeune fille qui est hyper sage, hyper mignonne, bref, et même dans son lycée, il y a un classement des filles, et elle est même connue comme la fille docile du lycée. Donc la jeune fille vit sa vie avec sa meilleure amie, ça se passe très bien, jusqu'au jour où il y a une nouvelle nana qui arrive dans son lycée, et cette nana se laisse pas marcher sur les pieds, elle se fait emmerder par un peu le quarterback de l'école, et notamment il se comporte super mal avec elle, et elle l'envoie chier en fait, elle lui fait comprendre que ce mec se comporte comme un macho et tout débute en fait du jour où il y a une liste qui est dressée au lycée. Alors a priori les Américains font beaucoup ça, hein, ça se voit quand même dans beaucoup de films, où qui a le plus beau cul, et la plus apte à aller dans un lit, bref. Vous voyez tous ces trucs hyper sexistes, qu'il n'y a pas de liste masculine, hein, il y a une liste que féminine, et donc la jeune fille en fait elle va être hyper choquée de ça parce qu'il y a la nana qui vient d'arriver va se faire insulter par cette liste, et elle voit que tout autour d'elle c'est un peu compliqué pour toutes les filles à vivre ça. Ce qui a surtout changé sa vie, c'est que sa mère est une femme qui a été très engagée quand elle était jeune sur le plan féministe et l'égalitariste, et elle va un peu s'inspirer d'elle et créer donc le magazine Moxie, qu'elle distribue tout d'abord dans les toilettes des filles, qui est donc un magazine qui dénonce le sexisme dans son établissement scolaire. Et c'est un film qui était, alors, pas génialissime parce que je trouve que c'est très adolescent, il y a de la romance et tout ça, ça souffre des clichés adolescents, mais ce que j'en retiens, c'est que je trouve pour les jeunes gens, c'est une manière très sympa de montrer le féminisme, parce que ça parle de thématiques qui sont très diverses et qui sont des thématiques actuelles. Comment le sexisme à l'école est vu. Alors ça va passer par des problèmes comme l'établissement scolaire ne reconnaît pas qu'il y ait des problèmes et cache tout ce qui est harcèlement et tout. Les jeunes filles qui sont agressées sexuellement. On a tout un truc aussi sur l'afroféminisme d'une certaine manière qui est bien amené en disant, et ça c'est bien, il y a toute une dénonciation du racisme envers les femmes noires, sur le fait par exemple qu'on leur touche leurs cheveux sans leur demander, et c'était hyper intéressant. J'ai trouvé ça bien parce qu'il y a vraiment un panel de représentation qui est hyper bienveillant. C'est un film qui est bienveillant en soi, qui est certes un peu caricatural sur certains points, mais qui a un beau message, et je pense que c'est intéressant de montrer ça aux jeunes pour ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé, et ça c'est ma façon de voir aussi, il montre aussi qu'il y a des hommes qui ne sont pas du tout sexistes, et qui sont même des hommes qui sont en soutien et qui veulent l'égalité homme-femme, et je trouvais ça bien aussi qu'on ait ce portrait là, que ça soit pas trop du genre on sépare les genres, il y a vraiment les deux qui sont montrés, et je trouve que c'était vraiment un film plein de bienveillance. Pour les jeunes c'est super bien. Après pour moi j'aurais préféré que ça soit plus adulte, mais il y a une bonne BO, et c'est plein de bons sentiments, et en même temps je trouve que pour un film ado ça a quand même des bons messages. C'est assez hallucinant parce que j'ai re-regardé pas mal de films de mon adolescence, et j'ai re-regardé She's a Man qui est assez connu, sur une fille qui se cache pour jouer au football dans une université, qui se fait passer pour son frère, et c'est hallucinant de voir quand elle est 20 ans de différence. Les thèmes sont toujours là, mais sont pas du tout traités de la même manière, parce que She's a Man c'est aussi une dénonciation du sexisme, mais il y a quand même pas mal de trucs sexistes aussi dans le roman et de clichés, même si moi je le regarde avec beaucoup de sourire parce que ça me fait repenser à mon enfance et mon adolescence, mais c'est vrai que c'est hallucinant de voir comment les films adolescents ont pas évolué et évolué en même temps. C'est assez ils sont beaucoup plus sérieux sur certains points, et en même temps il y a toujours les mêmes genres de thèmes qui sont traités. On voit qu'en fait ça n'a pas si évolué que ça en 20 ans, mine de rien. Donc Moxie, si vous avez des ados, n'hésitez pas à le faire regarder parce que c'est vraiment très sympa, et si vous êtes intéressé par le sujet, c'est vraiment c'est bon enfant et c'est très cool.
Ensuite on passe dans un genre qui n'a rien à voir, c'est une comédie qui m'a fait beaucoup rire mais j'aime beaucoup l'actrice, ça s'appelle Thunder Force et donc Thunder Force, dès qu'il est sorti j'avais envie de le regarder parce que c'est un film qui réinterprète le mythe du héros. Je suis deux femmes, alors ce que déjà le point positif, ce sont deux femmes qui ont environ la cinquantaine d'années, ce qui est assez peu probable dans des films, donc ensuite deux femmes en plus qui ne sont pas des canons visuels, on va dire que c'est pas la Meryl Streep. L'histoire elle est assez simple, c'est deux filles qui ont été très amies quand elles étaient à l'école, une qui était pas du tout sérieuse, un peu bagarreuse, et l'autre qui était très sérieuse et qui a perdu ses parents de manière assez tragique. On est dans un monde où les super-héros donc existent, mais notamment c'est pas vraiment les super-héros, ce sont les malfaisants qui vivent, donc il y a eu il y a quelque chose qui s'est passé et donc ça a transformé les gens dans leur tête et ça les a rendus psychopathes en fait. Dès que t'as des pouvoirs t'es psychopathe, donc les gens qui ont des pouvoirs font le mal. Donc elle a perdu ses parents dans un attentat organisé par un malfaisant. Et donc elle veut changer ça, elle veut améliorer, défendre la ville et tout. Elles grandissent en s'étant séparées de manière assez violente, elles se disputent. Elles font leur vie, donc il y en a une qui donc devient un peu... qui transporte des trucs sur des chantiers, a une vie qui est jugée un peu socialement moisie, et il y a l'autre qui a vachement réussi, qui est devenue chef d'entreprise, et pour la réunion du lycée, elle va donc bénéficier d'un sérum qui va lui donner une force exceptionnelle, et donc elle va être obligée de suivre le protocole pour devenir une super héroïne. L'autre est douée d'invisibilité, et donc elles vont décider de combattre les malfaisants. C'est une comédie, c'est-à-dire que c'est pas du tout un Avengers ou tout, c'est un film qui critique les films de super-héros et j'ai trouvé ça hyper cool au niveau des représentations. Déjà suivre deux femmes, dont une femme racisée d'un certain âge, j'étais hyper contente parce que j'étais en mode... Enfin on a des portraits de héros qui changent et qui jouent sur les clichés, c'est-à-dire qu'elles ont des combis où elles ont du mal à rentrer dedans, la Lamborghini, la Lambo, elles ont du mal à rentrer dedans aussi, bref, ça casse tous les clichés du super-héros hyper viril, hyper la Black Widow et tout. Ça m'a vraiment joué, franchement le film est drôle en soi, il y a des bonnes blagues et tout, c'est assez perché, c'est-à-dire qu'il y a quand même un homme crabe dans le film, c'est un humour très américain, faut accrocher au truc, mais personnellement moi j'ai l'humour facile donc ça a été vraiment bien, et ça a des beaux messages. On pourrait dire que c'est un film qui est hyper léger, c'est le cas, mais en fait ça traite de sujets qui sont quand même des sujets de société, sur l'ascension sociale et sur la différence sociale, sur l'amitié, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce film qui m'a fait énormément rire. Pas prise de tête, et en plus la BO est vraiment très bonne. Genre il y a une chanson de Seal, c'est la chanson de Batman avec George Clooney, vous savez. Alors la réécouter m'a fait beaucoup rire, il y a beaucoup de jeux. Quand on aime l'humour un peu américain, un peu beauf sur le côté, ça passe très bien. Donc Thunder Force, si vous aimez les films de super-héros et que vous aimez entendre des critiques de films de super-héros, c'est un film qui est hyper familial sur le sujet, donc je vous le conseille. En film, je vais vous parler que des films que j'ai plutôt bien aimés, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. Et le dernier film que j'ai vu, alors je l'ai vu exclusivement parce que c'est Dylan O'Brien qui joue dedans, j'ai regardé Love and Monster, donc sur Netflix. C'est un film de monstres. Alors c'est un film de monstres, ça m'a déçue sur le fait que je pensais que ça allait être beaucoup plus violent et que ça allait être... J'avais l'image en fait avec le titre que ça allait être assez violent, mais en fait pas du tout. C'est vraiment une réinterprétation du film de monstre, c'est une comédie romantique dans un film de monstre, et c'est tellement improbable que c'en est drôle. C'est-à-dire que ma mère, qui n'aime pas les films de monstres, a priori, a aimé parce que c'est une comédie romantique, voilà, sur le bord. On suit donc le pauvre Joel, je crois qu'il s'appelle Joel en plus comme dans Last of Us. On suit donc le pauvre Joel qui vit dans un monde, dans une terre qui a subi le pire, c'est-à-dire que les humains sont un peu cons, mais on a envoyé... Il y a un satellite qui allait s'écraser sur Terre, donc ils ont envoyé des missiles pour le détruire, mais les retombées chimiques que ça a eu ont transformé tous les animaux de sang-froid en bêtes énormes. Voilà, en bêtes énormes, c'est-à-dire que... énormes et qui bouffent les humains. Donc tous les humains ont dû se cacher sous terre dans des bunkers pour survivre, sauf que Joel, quand ça s'est arrivé quand il avait 16-17 ans, il était très amoureux d'une fille à l'époque, et il arrive, donc il vit dans ce bunker où tout le monde est en couple sauf lui, ce qui est un peu compliqué, difficile à vivre. Il arrive à retrouver par la radio la fille dont il était amoureux. Et il se dit, purée, je vais pas vivre toute ma vie dans un bunker seul et aigri, je vais aller rejoindre cette fille. Et donc il part à l'extérieur, sauf que le petit problème avec Joel, c'est que Joel est souillé pendant le film, c'est un mec qui est pas doué, du genre il sait pas se battre, c'est un peu... il est très mauvais dans tout, bref, c'est un peu un boulet même pour l'équipe, et il va donc aller à la surface pour rejoindre cette fille. Et sur le chemin il va rencontrer des gens, et voilà, il y a plein d'aventures, notamment il va rencontrer un chien, et moi j'ai beaucoup aimé parce que moi tout ce qui est l'homme et l'animal dans un monde post-apo, ça me touche, forcément, je suis une légende, il y a quand même une petite référence. C'est un film qui est très
très humoristique et ce qui est drôle c'est que ce film se fout de lui-même, ça se voit. C'est-à-dire que le personnage principal se fait souiller par tous les autres personnages. Ils le prennent tous pas pour du sérieux, il est vraiment drôle. C'est un humour qui est assez particulier mais assez sympa et je trouve que l'équilibre entre la comédie romantique et le film de monstres est super bien réussi. Les effets spéciaux sont beaux, franchement les monstres sont beaux. Alors c'est une comédie romantique, vous attendez pas à grand chose au niveau de la qualité du scénario, mais pour le coup j'ai trouvé ça hyper original, hyper frais. Ça m'a fait beaucoup rire, j'ai voyagé et j'attends donc la sortie du film 2 parce qu'a priori ce film aurait dû sortir au ciné mais j'ai vraiment beaucoup accroché à ça. C'est assez surprenant parce que ça montre des clichés aussi, ça démonte les clichés et il y a vraiment des situations qui sont au-delà de l'humour intéressantes, c'est-à-dire que la fille qui veut souhaiter retrouver, elle vit dans un bunker, elle doit s'occuper de toutes les personnes âgées et en fait quand tu réfléchis au film, il y a quand même des réflexions intéressantes parce que elle explique que pour elle c'est compliqué et même pour les autres, c'est-à-dire que c'est la seule jeune on va dire dans le bunker qui doit s'occuper de toute une colonie vieillissante et c'est hyper compliqué. Je me suis dit s'il arrive quelque chose comme ça c'est difficile pour l'humanité de survivre et tout va reposer sur les jeunes et il y a toute cette notion de survie et de continuité de l'espèce humaine qui est remis en cause et vraiment c'était très intéressant. Bref voilà, ça c'était mon étude un peu poussée du film, c'était vraiment ma vision, genre j'ai réfléchi après au film mais c'est un film qui est hyper accessible, hyper sympa, familial c'est familial parce que c'est pas violent, voilà, c'est des monstres mais tu vois jamais vraiment de sang, il y a de l'action mais c'est assez touchant et je trouve que l'équilibre est vraiment bien entre les deux. Ensuite on va passer aux séries. Alors j'ai déjà vous parlé de la série qui a été la déception on va dire de ce printemps. J'attendais quand même pas mal de choses de cette série, j'étais hyper déçue parce que Netflix, j'aime bien leurs séries en général, mais je trouve qu'ils souffrent d'un cliché que je ne supporte plus chez eux, c'est qu'ils mettent du moins de 16 pour rien, et les séries ado-teen, ils te font passer ça pour du moins de 16 alors que ça reste une série ado-teen et que tu t'y attends pas. Moi quand j'ai regardé Les Irréguliers de Baker Street, je m'attendais à un univers sombre parce que c'est vrai que par l'affiche, par la bande-annonce et tout, je pensais vraiment que ça allait être sombre mais avec des adolescents et en fait c'est vraiment une comédie pour ados de but en blanc. Alors le pitch de départ est assez intéressant parce que ça parle de Sherlock Holmes. On suit donc d'une bande d'orphelins qui vit dans les bas-fonds de Londres qui par un concours de circonstances vont devoir travailler avec Watson et à la résolution d'affaires particulières, c'est-à-dire qu'il y a des affaires un peu sombres et magiques qui commencent à apparaître dans Londres et tout ça est lié à quelque chose qui se passe dans l'univers et ils vont résoudre les affaires. Le problème c'est que c'est une affaire par épisode et j'aimais beaucoup la réinterprétation de Sherlock Holmes. J'ai beaucoup aimé le fait que Watson a ce caractère-là, Sherlock a ce caractère-là. Ça renverse énormément les clichés habituels, c'est assez surprenant et c'est assez novateur, hein, donc c'est assez plaisant et c'est ce que j'ai aimé. C'est plutôt bien, je veux dire, j'aimais bien l'ambiance sombre et tout de la série. Par contre, j'ai pas du tout aimé les personnages, à part un personnage, mais j'ai trouvé des personnages hyper adolescents, clichés, creux. Tout le système de magie est pas assez poussé selon moi, les épisodes sont assez prévisibles et les romances, notamment la romance principale, je supportais pas le gars déjà dans le récit, ça n'est pas du tout passé. C'est tellement dans les clichés adolescence de romance, moi je t'aime plus, vraiment c'est insupportable, je déteste ce genre de romance, bref. C'était niais à souhait, donc j'ai pas du tout accroché. Ce qui est malheureux parce qu'il y avait une bonne base, mais je crois que ça n'a pas été reconduit par Netflix de toute manière, même s'il y avait des bonnes choses, hein, comme il y avait de la représentation et tout, parce que ça donnait vraiment une mixité qui correspond bien à Londres, parce qu'on n'est pas... c'est pas comme Paris, hein, Londres c'est quand même une ville très multiculturelle, même si Paris l'est aussi. C'est vraiment une ville qui se caractérise par son melting pot. Donc on va rester dans les séries adolescentes, on va enchaîner avec Grisha. C'est pour ça en fait je pense que j'ai apprécié Grisha parce que après avoir eu une série ado qui m'avait pas beaucoup plu, avoir une série ado qui m'a convaincue, ça m'a fait plaisir. Je vais pas vraiment vous parler de Grisha, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Ça a daté d'une trilogie que j'ai lue, mais je vous renvoie à la vidéo. Mais pour ma part, Grisha j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment passé un bon moment après Les Irréguliers de Baker Street. C'était beaucoup mieux selon moi.
Après j'ai regardé une série. Alors c'est une série qui est mi-ado, mi-adulte, je sais pas trop à qui elle s'adresse parce que ça traite de sujets qui sont sur les deux plans. Mon ordinateur est toujours en pleine crise d'asthme. Ginny et Georgia, c'est une série que j'ai beaucoup aimée, notamment j'ai beaucoup aimé le point de vue adulte de la série parce qu'il y a vraiment deux cibles différentes. Donc on suit Ginny et Georgia, d'où le titre. Ginny est la fille de Georgia, c'est une jeune fille qui n'a pas arrêté de déménager depuis qu'elle est jeune, qui vit dans une soi-disant de pauvreté et qui va donc faire sa rentrée dans un lycée de riches. Sa mère a été mariée à un homme très riche qui est décédé et donc elle a touché une partie de l'héritage et donc Ginny va faire sa vie. Elle est un peu une des seules filles métisses ou racisées dans son lycée, donc on est dans un, vous voyez, dans ce genre d'établissement et elle va faire la rencontre de Marcus, son voisin, qui vient la visiter la nuit et qui ne fait pas que visiter sa chambre, si je peux dire. Et donc on va suivre sa vie d'adolescente dans tout ça. En fait, le point de vue que j'adore dans ce récit, c'est le point de vue de Georgia. Alors Georgia, c'est la mère de Ginny et d'un autre petit garçon avec deux pères différents. Georgia, c'est une nana dont on va apprendre le passé au fur et à mesure, on va apprendre les actions et ça te renverse le cliché de la belle blonde maternelle, voilà, c'est un personnage qui est très gris et c'est ce que j'aime beaucoup. Georgia, c'est une femme extrêmement belle qui a eu donc Ginny quand elle avait 15 ans et donc elle est encore très très jeune, qui va donc dans cette ville essayer de trouver du travail. Son mari est mort et sauf que l'ancienne femme de son mari va tout faire pour lui bloquer son héritage, donc elle est obligée de travailler et pour ce faire elle va travailler pour le maire de la ville et tout ça va être bousculé lorsque un homme va être envoyé pour la surveiller, pour savoir si elle a un rôle ou pas dans la mort de ce prétendu ex-mari. Et c'est un personnage, je pense que c'est le gros point fort de cette série, c'est un personnage qui est tellement contrastée par rapport à d'habitude parce qu'elle est belle, elle est attachante et en même temps elle a fait des actions, elle est hyper badass et tout. C'est une série qui est assez engagée sur les sujets actuellement brûlants comme le féminisme, le racisme, bref tous ces concepts-ci et il y a des personnages qui sont plutôt agréables à suivre, que ce soit chez les adultes parce que les adultes sont plutôt attachants et on a le point de vue des parents sur l'éducation, que ça soit chez les ados. Alors le personnage de Marcus est d'une beauté hallucinante, de toute façon ça a fait le tour d'Instagram quand la série est sortie parce que voilà, il est un peu charmant au regard, mais même on retrouve des acteurs de Degrassi et tout, il y a des acteurs qui étaient déjà un peu connus avant, mais il y a des personnages qui ont tous des problématiques différentes, il y a plein de représentations différentes, donc ça c'est hyper cool. Après la série parfois elle est un petit peu critique sur certains sujets, c'est un petit peu mal fait, mais c'est une série du genre détente qui prend son temps et qui a l'avantage d'être surprenante avec un côté un peu policier. Oui, du moins le personnage c'est pas un truc d'ado teen, voilà, où les gens ils sont propres sur eux. Là il y a vraiment un sous-texte, notamment par le personnage de Georgia, qui est assez intéressant et moi ça me donne vraiment envie de suivre la saison 2 et je pense qu'il y aura une saison 2 parce que ça a quand même été un succès Netflix, mais assez étonnée parce que c'est le genre de série auquel je ne prête pas attention parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et j'ai pas été déçue. C'est une très bonne série familiale, teen, adulte, contemporaine, sans prise de tête, avec voilà des références, il y a tout un truc avec Britney Spears, d'un moment j'étais conquise, voilà, mais c'était plutôt une bonne série, j'ai vraiment passé un bon moment et je suivrai la saison 2 avec grand plaisir. J'avais vraiment aussi envie de couper avec des séries qui ne sont pas que de l'imaginaire, pas vu beaucoup de séries qui s'inscrivent dans le genre. Ensuite on va passer à deux très bonnes séries. Donc la première c'est Le Serpent. Alors je pense que beaucoup de gens ont vu Le Serpent, ça a été un gros succès Netflix. Alors Le Serpent c'est adapté d'une histoire vraie, d'un tueur en série vrai qui a sévi notamment en Thaïlande il y a des années, dans les années 70 si je me trompe pas. Saurage. Et c'est une série qui est très très qualitative, vraiment si vous aimez les séries autour des tueurs en série ça va vous plaire parce que la BO est super et comme le personnage est donc français à la base, il s'est expatrié, ce qui fait qu'il y a énormément de... Moi j'ai adoré, il y a du Aznavour, il y a du Johnny, bref, il y a plein de chansons assez intéressantes. Donc ce tueur en série avait une façon de procéder, on le sait dès le premier épisode, assez trash, voilà. C'est un récit basé sur des faits réels. Cet homme a procédé donc avec sa femme, avec Monique, donc qui est une partie présente dans la série, et donc ils tous les deux droguaient des touristes, les tuer et surtout leur voler leurs papiers pour pouvoir voyager, tout en faisant du trafic de pierres précieuses. C'est une série alors qui prend son temps
et qui est assez fascinante par le jeu d'acteur. Alors l'acteur principal c'est Tahir Rahim je crois, qui est excellent, vraiment excellent, on sent le coup du serpent, voilà, il a étudié ses gestes, tout, tu vois que c'est maîtrisé. La série est bien faite dans le sens que c'est palpitant, t'as envie de savoir la suite, la BO est bonne, les acteurs jouent super bien, et l'histoire en soi, alors c'est un peu horrible parce que c'est une histoire basée sur des faits réels, mais elle est attirante, elle est fascinante, et le personnage est fascinant parce qu'il a eu une vie assez waouh. J'ai beaucoup aimé cette série dans cette globalité parce que ça s'inscrit dans une époque avec les couleurs et tout, il y a beaucoup de jeux là-dessus. C'est hyper intéressant aussi du point de vue du mec qui a décanté cette histoire, c'est-à-dire que c'est un homme qui travaillait pour une ambassade sur place, qui a vu qu'il y avait certains ressortissants qui avaient disparu, et c'est comme ça que ça s'est déclenché. Donc moi ce que j'ai juste à reprocher à la série, parce que ça a été une très bonne série, ça n'a pas été un coup de cœur, c'est que je connaissais déjà l'histoire de ce tueur en série parce qu'elle est assez connue, je sais comment il a été arrêté, je connaissais un peu sa vie, tout, donc j'avais pas l'élément de surprise d'une personne qui regarde la série qui n'y connaissait rien. Donc ça c'est sûr. Et le deuxième élément, c'est le traitement du personnage de Monique. Donc parce que donc il était avec cette femme, et dans la série, pour le coup, cette femme s'est dédouanée de savoir ce qui s'était passé et tout. La série a quand même pris un axe particulier du genre elle a son avis sur la question. Donc voilà, au niveau de réalisme, est-ce que c'est réaliste ou pas? Je ne sais pas, mais ce que j'aurais bien aimé aussi, et c'est un peu moins traité, c'est le traitement a posteriori de ce tueur en série, parce qu'il était assez fascinant sur plein de points psychologiques, mais aussi sur sa façon de jouer avec les médias et tout. C'est abordé, mais abordé de façon assez rapide. Donc voilà, c'est les seuls petits points, mais si vous ne connaissez pas cette personne, si vous ne connaissez pas son histoire, je pense que vous allez être assez fasciné par cette histoire qui est en soi, y a des gens comme ça qui ont des... Même si c'est horrible et que c'est morbide et que c'est malsain, il y a des histoires comme ça qui sont passionnantes, et pour le coup ils ont vraiment rendu ça assez passionnant, et je trouve que y a une démarche très bonne dans le sens que l'acteur principal expliquait au journaliste qu'il a rencontré qu'il n'était pas allé voir la personne en prison pour ne pas parce qu'il a du respect pour les victimes. Il y a vraiment tout un truc aussi où il y a quand même du rappel qu'il y a des gens derrière, il y a des gens qui sont morts, donc il y a un respect que j'ai beaucoup aimé, voilà, qui est mis en avant, donc je tenais à le dire. Et enfin, alors ça c'est une série que je suis en train de regarder et que j'aime beaucoup, je suis à la saison 2, fin de la saison 2. Ça faisait longtemps que je voulais me lancer dedans, et là je me suis dit il y a 4 saisons, je pense qu'il y aura une 5e très prochainement. J'ai hâte de savoir ça, et puis c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je n'avais pas vraiment étudié ça, mis à part à la fac. Je parle de The Crown. Alors The Crown c'est une série qui existe depuis assez longtemps, qui suit de manière plus ou moins éloignée, plus ou moins basée sur des faits réels, l'histoire de la famille royale des Windsor, donc Elisabeth II d'Angleterre. C'est bien à dire que c'est plutôt inspiré, hein, parce que je me suis un peu renseignée sur la série, il y a beaucoup de gens qui l'ont pris comme Viking, quelque chose de très sérieux. Alors c'est sûr, c'est basé sur des faits qui ont existé et tout, mais il y a beaucoup de choses qui se passent entre Elisabeth et son mari, par exemple, le prince Philippe, on n'est pas sûr que c'était vraiment comme ça, donc il y a quand même de l'interprétation, mais c'est hyper intéressant. Alors moi c'est une série qui me plaît beaucoup, pour l'instant je suis assez dedans, parce que déjà moi tout ce qui est diplomatie et tout, là ça parle beaucoup de ça, c'est très intéressant. J'aime le traitement de l'image qui est assez sombre, assez Angleterre pluvieuse, les paysages sont magnifiques. Alors dès qu'ils vont à Balmoral ou dès qu'ils vont dans des châteaux, tout que j'ai déjà vu en vrai ou pas, ça me rappelle des souvenirs, et c'est des paysages, tout un truc qui se passe en Écosse, mais j'étais en mode oh, mon dieu, j'ai envie d'y retourner. Voilà, donc c'est une série que j'aime beaucoup au niveau informatif, parce que l'histoire de l'Angleterre, j'ai pas l'impression de l'avoir étudiée énormément à l'école, donc là ça me permet de rebalayer plein d'histoires, et notamment, moi je connais un peu ce qui se passe actuellement, mais je connaissais pas du tout la vie d'Elisabeth, je connaissais pas du tout notamment la vie de sa sœur Margaret, donc c'est plein de choses que j'apprends, sa relation avec le prince Philippe, qui on nous a vendu à son décès où tout se passait très bien. La série prend le point de vue que c'était plus compliqué que ça. Donc voilà, ça a été d'autant plus touchant que comme le prince Philippe est décédé il y a pas très longtemps, c'est assez perturbant d'avoir quelqu'un qui joue son rôle aussi près. Bref, c'est une série qui est intéressante sur le point de vue, on en apprend un petit peu, alors c'est de la curiosité malsaine, mais on apprend un petit peu. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est tout le traitement de la politique anglaise, c'est-à-dire que le système anglais de vote
vote, de juridiction, de juriste. En fait, je l'ai étudié quand j'ai en première, en deuxième année de droit. On étudie un peu le système, mais jamais, on l'étudie, mais jamais en allant dans la profondeur. Et là, en fait, je suis hyper contente d'en savoir plus. C'est une curiosité, mais je suis contente de voir comment ça fonctionne, les rites, voilà, tout le lien entre la religion et l'État anglais. Ça permet aussi de comprendre pas mal de choses qui se passent actuellement. Donc voilà, le progressisme de tous les efforts qui ont été faits, tous les scandales, voilà, parce que c'est surtout posé sur les scandales, c'est assez passionnant, donc voilà, j'ai hâte de voir. Alors moi c'était surtout que j'attendais que Diana arrive, parce que j'ai un problème avec Diana, de toute façon c'est une histoire. La première fois que je suis allée en Angleterre, j'ai tellement vu l'amour des gens de Diana, ça m'a un peu choquée de voir le respect qu'il y avait derrière cette figure. Donc je me suis un peu intéressée à ce personnage, et ça me donne envie de continuer. Donc The Crown, si vous aimez les récits un peu diplomatiques, pseudo-réalistes, c'est très bien joué, les costumes sont magnifiques, les paysages sont magnifiques. Simplement, faut savoir, faut rappeler que c'est pas la réalité forcément, qu'il y a des épisodes qui sont plus ou moins longs, hein. Parfois c'est un petit peu longué. C'est une série qui fait pleurer et en même temps qui préserve le téléspectateur. Par exemple, moi j'étais très touchée par Winston Churchill, parce que voilà, j'étais très touchée à la série, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils montrent pas la mort des personnages. Ils en parlent pas forcément beaucoup parce qu'on évolue dans le temps, donc ils décèdent forcément un jour ou l'autre, mais c'est quelque chose, à part le père d'Elisabeth où il y a voilà, quelque chose qui est montré. Là c'est souvent quelque chose de camouflé, et ça nous évite de pleurer à chaque épisode, donc c'est plutôt cool. Je suis assez captivée par tout cet univers qui s'offre à nous en fait, et on apprend pas mal de choses, donc ça c'est cool. Ensuite, je vais vous parler de 2 reportages. Alors j'aime beaucoup, c'est ma passion reportage en ce moment, mais j'ai vu 2 reportages qui m'ont beaucoup plu. Alors le premier, c'est un reportage que j'ai vu et que j'ai plutôt bien apprécié, donc je voulais vous en parler, surtout que ça pourrait intéresser des gens. J'ai regardé, donc c'est des reportages qui sont disponibles sur Arte, notamment sur la chaîne YouTube Arte, Indiana Jones, donc c'est un reportage sur Indiana Jones, comment au niveau cinématographique a été pensé Indiana Jones, tout le contexte autour avec Steven Spielberg et George Lucas. Je connaissais donc le producteur de Star Wars, je connaissais pas trop, je savais qu'ils étaient amis, que Lucas avait participé à Indiana Jones, mais bon, il parle de toute la légende, de tout ce qui a construit Indiana Jones. Moi j'étais pas née quand c'est sorti, donc c'est hyper intéressant au niveau de ça, l'héritage que ça a eu. Bref, si vous aimez Indiana Jones comme moi, c'est hyper intéressant, donc je vous le recommande. Et le deuxième, alors là c'est un reportage qui est un peu plus précis, et celui-ci j'ai adoré, vraiment c'était de qualité. C'est Espionne, donc sur Arte, c'est donc une démarche assez intéressante. C'est une nana qui a écrit un livre où le but était d'interroger différentes espionnes, parce que souvent on nous dit que les espionnes n'existaient pas. Voilà, c'est un truc du genre, il y avait que des hommes qui espionnaient, sauf que bah voilà, on se doute bien qu'il y a eu des espionnes dans l'histoire, et donc elle dans son livre c'est d'interroger ces espionnes, mais dans tous les pays différents, donc ça soit le KGB aux États-Unis, en Angleterre, en France, il y a aussi en Iran il me semble, dans plein de pays différents, de voir les différences. Et ce qui est passionnant c'est que déjà ça renverse des clichés qui nous expliquent qu'il y a espionnes et espionnes. Voilà, il y a des gens qui disent que les espionnes n'existaient pas, c'était les maris d'espions qui bossaient aussi pour voilà, un groupe. Bref, c'est hyper intéressant parce qu'on a des portraits de femmes qui sont tellement différents. On a des femmes qui ont envie de parler, d'autres pas, qui regrettent pas, ou au contraire où on voit qu'elles ont sacrifié une partie de leur vie. C'est des histoires où c'est à peine croyable, ça devrait être des films, et bref c'est passionnant. Donc si ça vous intéresse, les histoires d'espionnage, donc d'espionnes, ça je vous conseille, c'est des petites vidéos. Alors sur Arte il y a toutes les vidéos ça doit durer plus d'1 heure qui sont compilées, mais ce qui est intéressant c'est que c'est de l'animation, donc en plus c'est hyper agréable à regarder, donc je vous la conseille, ce reportage était superbe. Ensuite on va passer du côté de l'Asie avec 2 dramas. Oui, j'ai succombé à la passion du drama, ça me vient comme ça, hein. Du genre là, tous les coups ça sera les animés dans 15 jours, mais j'avais envie de me pas prendre la tête. Quoi de mieux que de ne pas se prendre la tête que regarder des dramas coréens. Et notamment j'en ai regardé 2 totalement différents, c'est le jour et la nuit. Voilà. Le premier c'est Strong Bonju, je crois que c'est comme ça dans mes souvenirs, je vous dis ça mais je vous mettrai l'affiche. C'est un drama coréen que l'on pourrait qualifier d'absurde comique. C'est de l'absurdité. Alors malheureusement comme tous les dramas je trouve, et ça c'est des critiques que je fais, que ça s'étire trop en longueur, que c'est pas forcément bien joué, mais ça c'est une particularité je trouve, notamment des dramas comiques. Le cinéma coréen de ce genre là c'est pas forcément très bien joué, hein. Je prends pas Parasite et tout, hein, ça n'a rien à voir ces 2 cinémas, mais d'un œil européen on se dit c'est surjoué, voilà.
Donc Storm Buju, c'est l'histoire d'une nana qui a une force inimaginable. Elle a hérité ça de sa famille sur des générations et des générations, c'est toujours les filles qui héritent de ça. Elle a toujours caché son pouvoir parce que si elle s'en sert à des mauvaises fins, ou du moins si elle s'en sert pour son intérêt personnel d'une certaine manière, et bah elle va les perdre et en plus elle va avoir des gros problèmes de santé. Et tout va, elle fait sa vie sauf qu'elle a toujours été en retrait, c'est une nana qui est assez toute menue, voilà, elle fait sa vie, elle galère pour trouver du boulot. Un jour elle trouve un chauffeur de bus qui se fait agresser et par un concours de circonstances elle va intervenir et donc tabasser tout le gang mafieux qui est sur place. Et y a un chef d'entreprise qui la repère et qui décide donc de l'embaucher. Donc ça tourne autour du jeu vidéo, voilà. C'était drôle, moi j'aime bien l'humour absurde donc c'était assez drôle, ça m'a fait rire, ça m'a permis de me détendre, du genre de pas trop réfléchir. Je regardais la télé d'un œil distant mais voilà, bon après je parle pas coréen donc faut que je lise des sous-titres quand même, mais l'histoire d'amour est très mignonne. En plus il y a un triangle amoureux mais du genre tu sais tout de suite mais c'est hyper intéressant parce que dans Storm Buju il y a toute une affaire policière qui est vraiment pour moi la qualité, sinon je me serais fait chier pendant la série, mais il y a toute une affaire policière avec des filles qui sont enlevées, un personnage, un flic, tout, c'était hyper intéressant donc ce côté là m'a beaucoup plu. Après pour ce qui est négatif, c'est à dire que bah, c'est surjoué, il faut aimer l'humour, hein. Des fois ça ne percute pas, voilà, il y a beaucoup de jeux sur les sonorités, il y a des blagues qui sont pas toujours très bien trouvées ou très enfantines, c'est le but de ce drama là. Bref c'est un drama si vous avez pas envie de vous prendre la tête, et il faut s'accrocher, c'est absurde, hein. Faut s'accrocher, faut comprendre l'humour derrière, mais bon moi j'ai passé un bon moment. Par contre je préférais vous parler de l'autre qui a vraiment été un super drama, je crois que c'est le meilleur drama que j'ai regardé depuis que je regarde des dramas, après j'en regarde pas beaucoup. Ce drama s'appelle It's Okay to Not to Be Okay et c'est un drama assez sombre. D'habitude tu sais c'est toujours ils sont beaux gosses, riches, ils sont tous beaux, alors oui ils sont tous beaux, je suis désolée mais ils sont beaux, mais ça se passe dans un contexte et puis l'histoire est hyper trash sur certains points. C'est une histoire assez dense où on suit deux personnages principaux. On suit une illustratrice jeunesse qui a perdu sa mère dans son enfance, qui est atteinte de maladies psychiatrique à ce point là, je vous laisse découvrir quoi, mais elle illustre donc des livres de façon assez sombre, elle a un caractère très violent et elle enchaîne les dramas on va dire médiatiques, jusqu'au jour où elle a rencontré un jeune homme qui a une particularité, ce jeune homme est aide-soignant et il s'occupe de son frère aîné autiste. On est sur des choses beaucoup plus sérieuses, par un concours de circonstances qui est expliqué dans le drama, d'aller à la campagne et de travailler dans un hôpital psychiatrique et d'emmener son frère avec lui. Donc c'est un drama qui va parler des maladies mentales de façon assez poussée, donc chaque épisode au bout d'un moment, le problème c'est que c'est toujours, je trouve que ça s'étire en longueur, mais ça va traiter donc un peu des maladies mentales différentes, de façon je trouve assez respectueuse, sachant que moi j'avais le préjugé que l'Asie traitait les maladies mentales de façon pas toujours correcte, parce que je connais un peu plus le Japon, mais j'ai la connaissance que le Japon, il y a beaucoup d'SDF qui se retrouvent à la rue, notamment parce qu'ils ont des maladies mentales et que les familles ne veulent pas supporter ça. Donc c'est un truc qui est hyper tabou. C'est un drama que j'ai adoré vraiment parce que l'histoire d'amour est super belle et tragique. Il y a tout un parallèle avec les contes, comme elle est illustratrice, il y a plein de parallèles avec des contes où on explique et donc un conte va avoir une importance par épisode. Le traitement de l'autisme, je l'ai trouvé plutôt juste par rapport à ce qu'on peut voir. J'ai trouvé que franchement j'étais assez étonnée, j'avais peur qu'on tombe dans les clichés. Dans la psychiatrie j'avais peur qu'on tombe dans les clichés. C'est pas du tout discriminant, je trouve, au contraire ça explique les choses et ça me donne un peu le point de vue des personnages, on s'attache à eux. Donc j'ai trouvé l'histoire du frère très très belle et je trouve que c'est vraiment bien traité la façon dont c'est fait. Donc voilà, il y a des thématiques qui sont difficiles et c'est ce que j'ai aimé. J'ai aimé aussi il y a un côté tout policier assez sanglant et tout que j'ai vraiment apprécié. Voilà, ce drama m'a étonnée du début à la fin par le traitement des personnages. Je pensais pas du tout que ça allait parler de ça, hein, parce que moi j'ai juste lu le commentaire sur le truc de Netflix, mais j'ai été étonnée par les thématiques, j'ai été étonnée par les personnages, par la profondeur du traitement des choses. Après c'est quelque chose qui est un peu prévisible parfois, c'est je t'aime plus, ça c'est de la romance, mais c'est surtout que je trouve que ça s'étire. Souvent les épisodes c'est en 17-18 épisodes d'1 heure, c'est long, mais donc je vous le conseille si vous aimez les dramas. Celui-ci il est vraiment à voir parce que franchement c'est le meilleur que j'ai vu pour l'instant, et pour une fois, même si c'est gnangnan parfois, ça l'est pas tant que ça, et les thématiques en fait sont quand même assez difficiles et assez bien traitées, donc je vous le conseille. Ensuite je vais vous présenter deux trucs que j'ai découverts, une passion
plus un truc qui m'a sauvé la vie. Donc le premier, je vais pas aller chercher dans ma cuisine, mais je vous mets une photo ici. Une machine pour faire de la soupe, voilà. J'emménage seule, je ne sais pas cuisiner, j'ai un bac -15 de cuisine, je sais me faire des pâtes et des œufs. Voilà, c'est le seul truc qui peut me nourrir convenablement. Bref, j'ai aucun skill en cuisine, c'est un gros problème chez moi, je ne sais pas cuisiner, et comme j'ai des goûts parfois étranges, c'est un peu compliqué pour moi-même de cuisiner. J'ai des goûts particuliers, et c'est rien à voir avec 50 nuances degrés, mais j'ai des goûts particuliers. Il y a cet appareil magique qui est, je crois, au prix de 99 € dans ces bananes là, mais nous on a eu une promo quand on l'a acheté, où en fait, non mais vous allez vous dire, la nana elle a découvert la vie, non mais pour moi ça me change la vie. Tu laves tes légumes, tu coupes tes légumes dans un petit morceau, tu les mets dans la machine, tu mets de la flotte, tu mets des épices si tu veux mettre des épices ou un cube de bouillon, t'appuies sur le bouton et ça fait la soupe. Et moi j'étais en mode, c'est magique. Et en fait ce qui est vachement bien quand t'es tout seul ou quand t'es en couple, pour une famille le modèle que j'ai c'est trop petit, mais quand tu vis tout seul ou en couple, ça correspond à 2 gros bols de soupe, et donc tu peux faire de la soupe liquide, donc un peu en sorte de bouillon avec les légumes qui sont encore, si tu fais des patates, les patates elles seront encore entières, ou tu peux faire vraiment de la soupe, et il y a même une fonction smoothie pour l'été. Bref, pour le prix, la qualité en plus c'est Moulinex donc c'est français, je suis plutôt satisfaite de cet achat, donc je peux vous le dire, pour quelqu'un si vous êtes nul en cuisine comme moi, mais ça c'est la vie, hein. Ça vous sauve, et puis la soupe moi j'adore ça, mais ça vous permet d'avoir un, comment dire, de manger plutôt sain sans avoir besoin de beaucoup de cuisiner, donc ça c'est cool, je vous le conseille. Ensuite c'est ma deuxième passion, je vais aller chercher ma deuxième passion parce que celle-ci elle est visuelle. Alors oui c'est une passion encombrante, mais c'est les plantes vertes, voilà, c'est les plantes. Donc je vous présente les calatheas, c'est mes préférés, alors ça ressemble à ça, un peu frisé. Je me suis découverte une passion, c'est très forestier, c'est joli comme décor en fait. Je me suis découvert une passion pour les plantes et les calatheas en général. Je vais garder celle-ci dans mes bras pour la proposition. Mais en fait la maison où je suis, il y a plein de lumière et je me suis dit je vais acheter des plantes parce que j'ai pas grand chose comme décoration et ça donne de la vie dans la maison mais de ouf. Je me suis découvert la main verte aussi, je pensais pas les garder en vie aussi longtemps et non mais les plantes vertes c'est ma passion. Alors savoir que c'est une passion avec un budget, parce que tout le monde s'est découvert cette passion là pendant les vacances, donc moi j'ai aussi beaucoup de plantes dans mon jardin, c'est ce que j'adore, mais au moins les plantes vertes je peux en profiter même quand je suis enfermée chez moi, quand il fait pas beau en Normandie, ce qui arrive assez souvent pour tout vous dire. Mais les plantes vertes ça prend pas autant de temps, alors moi je prends les plantes basiques, c'est les calatheas, ce que j'ai lu, c'est que c'est des plantes qui sont très faciles d'entretien, tu les arroses une fois par semaine et en plus elles font la gueule du genre, celle-là je touche la terre, elle est encore un peu humide, ça va, mais je devrais l'arroser dans 2-3 jours. Mais ce qui est assez drôle avec celle-ci, c'est qu'elle a donc le jour elle est comme ça, et quand il y a le soir, toutes ces feuilles elles se mettent en haut, donc en fait elles bougent dans la journée, elles sont vivantes. J'ai l'impression, vous allez dire cette femme est folle, elle parle à ses plantes, mais je trouve ça hyper apaisant, reposant, ça donne, vraiment acheter une plante verte ça donne tout de suite un truc à la maison qui est hyper accueillant. Par contre c'est une passion qui coûte super cher, j'ai été étonnée, les plantes vertes il y en avait chez des gens que je connais, mais en fait là ça a augmenté de ouf, c'est-à-dire je vous conseille pas les Truffaut et les trucs comme ça, hein, parce que ce genre de plantes là, tu vas payer ça 50 balles hein, chez Truffaut. Moi celle-ci je les ai payées 15 €, en fait il y a une jardinerie indépendante à côté de chez moi, mais je vous conseille de vraiment faire plein de jardineries à côté de chez vous et de comparer, parce que franchement pour le même prix c'est assez étonnant. J'ai des gens qui m'ont offert des plantes dans des grands magasins où ça coûtait vraiment très cher, dans le Truffaut et ce genre de choses, où elles ont crevé presque tout de suite, et moi je vais dans des jardineries indépendantes où en fait les plantes elles coûtent pas cher et elles tiennent bien. Donc vraiment j'ai donc les calatheas, j'ai des monstera pour ceux qui suivent, j'ai l'impression de parler à des initiés, j'ai des aloe vera, bref tout ça. J'ai acheté une grosse plante avec des feuilles énormes mais elle rentrait pas dans le cadre, mais en fait dès que je vois une plante pas chère qui me plaît, j'achète. Et puis je reste aux plantes assez faciles, donc si vous voulez commencer les calatheas, je trouve que c'est vraiment facile à entretenir et c'est joli parce que t'en as plein d'espèces différentes. Vous voyez les petites fleurs comme ça, celle que je vous ai montré après elle est foncée, j'en ai une qui est beaucoup plus verte claire, bref il y a plein de choix et j'avais envie de vous parler de cette passion parce que cette passion plante me quitte plus et j'en profite tant que je n'ai pas d'animaux de compagnie, mais non ça donne tout de suite
C'est tout de suite apaisant et accueillant et ça fait toujours plaisir d'avoir une... Alors franchement si vous allez chez des gens, une plante verte ça fait toujours plaisir, c'est même mieux qu'un bouquet parce que tu peux le garder plus longtemps. Alors les gens aiment bien les bouquets, c'est plus floral et tout, mais si vous savez que la personne elle est pas hyper fan des bouquets, une plante verte ça peut vraiment faire l'affaire. Donc voilà, c'était la passion plante verte, on adore ça. Donc c'en est tout avec cette recommandation, j'avais envie de finir avec mes plantes et vous les présenter. Je ne leur ai pas encore donné de nom, ce qui est quand même pour moi un exploit, mais je compte bien le faire un jour, chacun aura son petit nom et tout, mais franchement c'est un mythe de penser que les plantes c'est beaucoup d'entretien quand on prend des plantes faciles, faut les arroser une fois par semaine. Alors il y a des plantes qui demandent plus ou moins d'eau, j'en ai une en hauteur qu'il faut arroser tous les 2-3 jours. Mais en réalité, ça prend autant de temps que de donner à manger à ton chat en fait. Faut les rempoter de temps en temps, voilà, une fois par an je crois, mais vraiment c'est hyper cool et au moins tu peux en profiter toute l'année. Donc sur ce, c'en est tout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vu, vos petits coups de cœur dans ce moment et tout. Si vous avez des conseils plantes aussi, ça peut être un bon moyen. Et je vous souhaite de très bonnes journées, de très bonnes lectures.